Le 6 mars 2002, une adolescente décharnée est aperçue en train de courir dans les rues de Kitakyushu au Japon. Les passants ne le savent pas, mais Saya a seulement 17 ans et elle a déjà vécu les années les plus difficiles de sa vie, disant même les plus traumatisantes. Dans sa tête à ce moment-là, une seule idée, rejoindre le domicile de ses grands-parents, les seuls qui pourraient éventuellement l'aider. À son arrivée chez eux, ses grands-parents sont décontenancés et ils mettent du temps à comprendre que cette jeune fille étrange est en fait leur petite fille, disparue 7 ans plus tôt avec son père. Bien que libérée de l'appartement où elle était captive, Saya ne se sent pas plus en sécurité. Elle sait très bien de quoi son bourreau est capable. Très inquiet pour le sort de leur fils, le couple se questionne. Quels individus Saya désigne-t-elle par il? À ce moment-là, ils sont loin de se douter de toute l'horreur à laquelle a dû faire face leur petite fille. Petit aparté avant que vous ne soyez trop choqués pour continuer la vidéo, je sais que vous appréciez particulièrement les affaires japonaises sur cette chaîne, et chez Nighty TV, on l'a bien compris. Du coup, on a ajouté The Missing Tourist à notre catalogue. C'est un documentaire qui évoque une affaire assez peu médiatisée finalement, celle de la disparition d'une touriste japonaise au Canada. Une affaire toujours irrésolue à ce jour. Mais si vous préférez l'ambiance théorie du complot, vous pourrez aussi profiter de cette petite nouveauté qui, je pense, vous ravira. Le lien de Nighty TV est comme toujours dans la barre d'infos et je vous invite vivement à y jeter un œil. Maintenant, on retourne au sujet du jour. Avant de me lancer dans les détails de cette affaire, je dois vous parler du protagoniste principal, un odieux personnage nommé Futoshi Matsunaga. Futoshi Matsunaga est né le 28 avril 1961 dans la ville de Kitakyushu et plus précisément dans la préfecture de Fukuoka, donc au Japon. Futoshi était l'aîné d'une petite famille, une famille assez à l'aise financièrement puisque les Matsunaga possédaient une entreprise de tatami, une entreprise familiale qui se transmettait de génération en génération. Et ce petit magasin, cette petite société s'appelait Matsunaga Shoten. Quand Futoshi a eu 7 ans, sa famille a dû déménager dans la ville de Yanagawa pour que son père puisse reprendre donc la petite entreprise familiale. Matsunaga Shoten était une entreprise assez novatrice pour l'époque, ou en tout cas utilisait des méthodes assez modernes, donc il faisait du porte-à-porte en voiture pour demander aux familles si elles avaient besoin de tatami neufs, mais aussi il proposait l'achat en plusieurs fois. Voilà, c'était une entreprise assez florissante comme je vous l'ai dit plus tôt. Futoshi est très proche de sa mère et de sa grand-mère et il est adoré aussi par sa mère et par sa grand-mère. Il est aussi très proche de sa petite sœur, une petite sœur qui rentrait parfois de l'école en pleurant parce que elle s'était fait maltraiter par ses camarades de classe et Futoshi n'hésitait jamais à la défendre. Dès qu'il entendait ça, il devenait généralement fou de rage et il courait hors de la maison pour retrouver les coupables. En réalité, Futoshi avait des rapports assez corrects avec tous les membres de sa famille, même de très bons rapports avec tous les membres de sa famille, à part avec une personne, son père. Il n'appréciait pas beaucoup son père, disant même qu'il méprisait son père. C'était un homme qui travaillait beaucoup, qui n'avait pas beaucoup de temps pour sa famille et qui, quand il était à la maison, passait son temps à boire et à s'enivrer. C'était un garçon plutôt intelligent, assez naturellement, il avait des facilités, mais disant qu'il ne se foulait pas beaucoup à l'école, il ne travaillait pas beaucoup à la maison. En revanche, son intelligence se traduisait beaucoup dans sa manière de parler, dans son éloquence. À l'école, il n'hésitait jamais à défendre ses idées, assez fermement, et du coup, il était très admiré par ses camarades de classe pour cela. Il était assez populaire déjà à l'école primaire, et donc il a été plusieurs fois délégué de classe à travers les années.
Vous l'avez compris, Futoshi savait fédérer les gens, il savait les réunir autour d'un but commun. Il faut savoir que, alors qu'il était au collège, une sorte de concours avait été organisé qui avait pour but l'embellissement du quartier ou du collège. C'est pas très clair. En tout cas, les élèves devaient former des petits groupes et ramasser un maximum de canettes, de détritus. Et alors que la plupart des groupes avaient ramassé une vingtaine de canettes, l'équipe de Futoshi avait réussi à ramasser une quarantaine de canettes. Avec les filles, Futoshi avait un double rapport. Il aimait les filles l'aimaient et en même temps les filles le détestaient. Alors je vous ai dit plutôt que Futoshi était assez apprécié par ses camarades, c'est vrai, mais il était aussi une grosse brute. Il n'hésitait pas à harceler des élèves qu'il considérait comme plus faibles que lui, mais aussi à maltraiter ses amis, à les considérer un petit peu comme des pions. Et certaines filles n'aimaient pas vraiment ce côté brut de Futoshi. Vers ses 17 ans, Futoshi est devenu assez hargneux, assez buté. Il était déjà assez têtu, il avait déjà une personnalité assez forte et charismatique, mais c'est devenu pire, et c'est devenu assez incontrôlable pour ses parents. Ses parents se sont dit: on va essayer de le calmer un petit peu, il dépasse les limites. Alors dès qu'il a eu 19 ans, et surtout dès qu'il a fini le lycée, ses parents ont décidé de le marier. C'était un mariage arrangé avec une jeune fille très bien. Le couple va donner naissance à un petit garçon, et Futoshi va récupérer l'entreprise familiale, mais il fait vraiment n'importe quoi. Il continue à n'en faire qu'à sa tête. Il aime beaucoup son fils et s'en occupe, mais sa gestion de l'entreprise familiale est désastreuse et sa gestion de son mariage est encore plus désastreuse. Il ne tarde pas à tromper sa femme avec une dizaine de filles. Un jour, il consulte son yearbook, qui est une sorte de petit annuaire où on peut retrouver les photos de nos anciens camarades de lycée, et il tombe sur la photo de Junko Ogata. Il a déjà aperçu cette jeune fille, il la trouve plutôt séduisante, et donc il décide de la contacter. Ensemble, ils vont discuter, rattraper le temps perdu. Junko ne s'attendait pas à cet appel, et elle est agréablement surprise par l'éloquence de Futoshi, par son charme, qu'elle peut entendre même à travers le téléphone. Ils décident de se rencontrer, et finalement, ils ont une liaison. Mais Futoshi n'a pas contacté Junko pour rien. Futoshi est très intelligent, il sait très bien que Junko fait partie d'une famille assez importante de la préfecture de Fukuoka, et il sait particulièrement que Junko héritera un jour d'une belle somme. Il adore l'argent, et il ferait tout pour en obtenir. Junko tombe très vite amoureuse de Futoshi, mais en même temps elle se permet quelques aventures avec d'autres garçons, d'autres hommes, et ça ne plaît absolument pas à Futoshi. Un jour il va la confronter en face à face, et pour lui faire comprendre qu'elle lui appartient, il va graver sur sa cuisse les lettres T-A-E. Tei. Junko n'est absolument pas heureuse dans cette relation. Cet homme la manipule, cet homme la mène par le bout du nez, son comportement change totalement, et ses parents le remarquent. Et ils finissent par réaliser qu'effectivement, Junko a une relation avec Futoshi. Ils se renseignent un petit peu sur le personnage, et ils apprennent que Futoshi est un homme marié. Mais non. Du coup, Futoshi fait ce qu'il sait faire le mieux, parler. Il va un petit peu essayer d'embobiner la famille Ogata, leur dire « Moi j'adore votre fille, je l'aime de tout mon cœur, je vais divorcer de ma femme actuelle et je vais l'épouser. » Mais Shizumi, la mère de Junko, n'est absolument pas d'accord avec ça. Shizumi veut avoir une conversation avec Futoshi. Elle veut qu'il comprenne que cette relation est impossible. Futoshi lui dit « Bon, future belle-mère, nous devons discuter, rejoignons-nous à cette adresse, on va parler un petit peu ensemble. » Shizumi se rend à l'adresse, c'est une chambre d'hôtel. Elle rentre dans cette chambre, et là elle trouve Futoshi. Devinez ce que Futoshi fait à la mère de Junko. C'est vraiment une des premières choses horribles qu'il a faites. Il va attaquer Shizumi, et il va la violer dans cette chambre d'hôtel. Cette même année, 1985, Junko tente de se suicider. Elle n'en peut plus de vivre avec cet homme. Heureusement ou malheureusement, Futoshi arrive avant qu'elle ne meure et il lui fait prendre un bain. Et puis il lui parle, il lui dit « Mais tu ne peux pas te suicider, ce serait une honte pour ta famille, il ne te le pardonnerait jamais. » Futoshi arrive à persuader Junko de couper les ponts avec sa famille. À ce moment-là, elle est totalement isolée, elle est totalement sous son emprise et elle ne peut plus rien faire. Elle ne pense plus par elle-même, elle est totalement manipulée, son cerveau est lavé par Futoshi et ce n'est que le début de l'enfer.
Quelques années avant ces événements, en 1983, Futoshi avait créé une petite entreprise similaire à celle de sa famille. Mais l'esprit n'était pas du tout le même puisque Futoshi vendait des produits de très mauvaise qualité, simplement à des fins lucratives. Vous n'allez pas le croire, mais Futoshi n'hésitait pas à frapper les clients qui venaient se plaindre de ses produits. Les employés vivaient un enfer sur terre. Ils se rendaient au travail tous les jours avec la boule au ventre parce que s'ils n'obtempéraient pas, s'ils ne faisaient pas ce que Futoshi leur demandait, ils n'hésitaient pas à les frapper ou à les torturer à l'aide de décharges électriques. Sa torture de choix, vous le verrez plus tard. Justement, à cause de son comportement violent, à cause de cette violence verbale et physique, les employés de Futoshi ont commencé à déserter le magasin. Il faut savoir qu'en 1992, Futoshi Matsunaga avait volé environ 180 millions de yens, soit un peu plus d'1 million d'euros. Voilà, par divers biais, à travers son entreprise, par fraude, par chantage. L'homme était activement recherché par la police. Futoshi et Junko ont été mis sur la liste des personnes les plus recherchées du Japon. C'est énorme. Et donc, ils ont dû fuir, ils ont dû partir en cavale. Mais là, donc, il ne pouvait plus gagner d'argent. Et il a dû trouver d'autres méthodes pour se remplir les poches. Et ici commence la partie la plus horrible de cette histoire. D'abord, Futoshi a obligé Junko à appeler sa famille en lui disant « Écoute, on est un peu dans le caca, donc tu dois appeler ta famille pour qu'ils nous aident financièrement. » La famille de Junko a effectué 63 virements au total. Donc ils ont obtenu une somme de 15 millions de yens, soit un peu plus de 100 000 euros. Mais cet argent n'était pas suffisant pour Futoshi. Il voulait toujours plus d'argent. Il a commencé à repérer une jolie femme dans le complexe d'appartements où il vivait avec Junko et il a commencé à la taquiner, à discuter avec elle, à la séduire. Il a très vite appris qu'elle était déjà mariée, mais ça ne l'a absolument pas arrêté et il lui a demandé de venir vivre avec lui. En avril 1993, cette femme a emménagé avec Futoshi et Junko et elle avait avec elle ses 3 enfants. Un de ses enfants est mort dans des circonstances assez mystérieuses en 1993 et les 2 autres sont partis vivre avec leur père. Et en 1994, cette femme est elle aussi décédée dans des circonstances très étranges. Futoshi l'avait escroquée de 11,8 millions de yens, soit environ 80 000 euros. Aux alentours de 1993, Futoshi et Junko cherchaient une nouvelle maison, un nouvel appartement, et là, ils sont devenus amis avec un agent immobilier qui avait beaucoup d'argent, appelé Kumio Toraya. Il avait 34 ans à l'époque. Futoshi a sympathisé avec Kumio et il lui a dit « Écoute, moi j'ai des petits skills, je sais prédire les résultats des courses de chevaux. Si tu veux que je te fasse gagner un peu d'argent, confie-moi des petites sommes et tu verras que je réussis toujours mes paris. » Kumio, qui avait de l'argent et donc qui n'avait pas grand-chose à perdre, a commencé à confier de l'argent à Futoshi régulièrement. Bien sûr, Futoshi ne jouait pas cet argent, il le gardait pour lui. Finalement, Kumio avait confié tellement d'argent à Futoshi qu'il était ruiné et sa femme n'en voulait plus à la maison. Elle lui a dit « Kumio, tu sors de cette maison et tu prends ta fille avec toi. » Sa petite fille Saya, qui avait seulement 10 ans à l'époque. Kumio, ne savant pas quoi faire, s'est dit « Je vais aller voir mon vieil ami Futoshi, il va sûrement pouvoir m'aider. » Et en même temps, c'est un peu celui qui l'a escroqué. Et donc Kumio a emménagé chez Futoshi. Au début, tout se passait bien, et puis Kumio a un petit peu trop parlé. Il a avoué à Futoshi qu'il avait escroqué des fonds publics avec sa société. Bien sûr, ça devait rester un secret, mais ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. À partir de ce moment-là, Futoshi a fait de la vie de cet homme un véritable enfer sur terre. Il le tenait par le cou, par la gorge, puisqu'il avait un de ses secrets. À partir de ce moment-là, l'ambiance de la cohabitation a totalement changé, comme vous pouvez l'imaginer. Les vies de Kumio et de Saya étaient totalement contrôlées par Futoshi. Aller aux toilettes était contrôlé, manger était contrôlé et en très petite quantité. Et surtout, Kumio était régulièrement torturé, ce qui terrifiait sa petite fille et l'incitait à rester docile. Futoshi a même forcé la petite fille à écrire une sorte de certificat écrit où elle attestait du fait que son père l'avait violée. Clairement. Alors que c'était faux. Mais c'était une autre manière pour Futoshi de contrôler Kumio. Je vous ai dit plus tôt que l'administration de décharge électrique était une torture de choix pour Futoshi. Et je peux vous dire qu'il en a abusé avec Kumio. Il le torturait constamment
au point qu'il devienne l'ombre de lui-même. Et finalement, il est mort, il est décédé. Et le pire dans cette histoire, c'est que Futoshi a réussi à convaincre Saya que c'était elle qui avait tué son père. C'était un roi de la manipulation, et vous le verrez plus tard. Afin de ne pas se salir les mains, Futoshi demande à Junko et à Saya de démembrer le corps de Kumio, de le broyer dans un mixeur, et puis de s'en débarrasser. Après la mort de Kumio, Futoshi s'entiche d'une des amies de ce dernier. Il va la séduire, lui dire que il a un très bon travail, qu'il est diplômé de l'université de Kyoto et qu'il peut lui offrir une vie très confortable. Il a escroqué cette femme de 5,6 millions de yens, soit environ 30 000 euros. Et parce qu'elle ne supportait plus les abus de Futoshi, cette femme s'est enfuie de l'appartement un jour en se jetant par la fenêtre. Et elle a fini en asile psychiatrique. Sa fille a été libérée et elle a été trouvée par la police. En 1997, l'année où cette femme donc s'est sauvée de chez Futoshi, Futoshi a eu une relation avec Rieko, la sœur de Junko. Après cette première relation charnelle, il va même insister pour que Rieko sorte avec lui, pour qu'ils aient une liaison dans le dos de sa sœur. On arrive maintenant à la partie la plus choquante de la vidéo, la partie la plus insoutenable de la vidéo. C'est aussi la partie où on se demande comment cet homme, tout seul, a pu réussir à manipuler et à garder sous son emprise une famille entière. Finalement, après 1997, Futoshi Matsunaga n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent, il n'a plus de victimes à qui soutirer de l'argent, et donc il demande à Junko, sa victime éternelle, de travailler. Junko n'a pas le choix, elle va enchaîner les petits boulots, elle va commencer à travailler dans un petit bar. Et un jour, Junko ne rentre pas. Et elle ne rentre pas pendant assez longtemps pour que Futoshi commence à s'inquiéter. Il a peur. Il a peur qu'elle essaie de s'enfuir, il a peur qu'elle dise tout à la police, et donc il se rend directement chez ses parents. Futoshi arrive chez les parents de Junko, et il leur dit « Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire sur votre fille qui pourrait mettre à mal votre réputation. Junko a tué un homme, Kumio Toraya, c'est le comble quand même, hein. Et écoutez, si vous ne voulez pas que je révèle cette affaire au monde entier, vous feriez bien de faire ce que je dis. D'abord, vous allez me donner une bonne somme d'argent parce que j'ai besoin d'argent tout simplement. Et ensuite, écoutez, vous allez appeler Junko et lui dire que je me suis suicidée et que vous avez besoin de parler avec elle pour l'attirer jusqu'à ici. La famille de Junko a fait exactement ça. On pourrait se dire, c'était des gens importants, c'était des gens qui avaient du pouvoir, mais ils ont cédé sous la pression d'un seul homme. Comme l'avait prévu Futoshi, Junko est revenue au domicile de ses parents et elle a trouvé un Futoshi bien vivant, tout souriant. Et là, Futoshi tient une sorte de réunion familiale. Il leur dit ce qu'il leur avait déjà dit quelque temps auparavant. Votre fille Junko a fait quelque chose de très très mal. Et Junko n'ose pas du tout répliquer. Et donc maintenant, à partir de maintenant, j'ai besoin de votre argent. Vous allez travailler et me rapporter cet argent à chaque fois. Et donc tous les membres de la famille travaillaient au service de Futoshi par crainte tout d'abord que leur secret ne soit révélé. Ils ont obéi pendant plusieurs mois et finalement, ils ont même commencé à vivre chez Futoshi. D'abord, il y avait le père de Junko, Takashige Ogata, qui avait 61 ans, la mère de Junko, Shizumi Ogata, qui avait 58 ans, la sœur de Junko, Rieko Ogata, qui avait 33 ans, et son mari Kazuya Ogata qui avait 38 ans. Dans la maison, il y avait aussi les deux enfants du couple, donc les neveux de Junko, Aya Ogata qui avait 10 ans et Yuki Ogata qui avait 5 ans. Saya vivait toujours avec le couple. Elle avait été transportée au fil des déménagements et elle s'occupait généralement de tous les enfants de la famille. Et chose assez étonnante, il faut savoir qu'elle allait même à l'école. Elle allait à l'école, mais elle se débrouillait très très mal à l'école. Pourquoi ? Parce qu'elle dormait très tard, aux alentours de 4h du matin, et qu'elle devait se lever à 7h pour aller à l'école. Elle souffrait de nombreux problèmes de santé, d'anémie, de nausées, et puis elle avait même perdu ses règles pendant une période de 3 mois, ce qui est assez énorme. Pendant le procès, elle a même dit qu'elle passait son temps à somnoler en cours parce qu'elle ne dormait jamais.
Futoshi avait instauré un système de rang dans la famille, et la personne qui se situait au rang le plus inférieur était celle qui prenait pour tout le monde. Si quelqu'un avait cassé un verre par exemple et que ça ne plaisait pas à Futoshi, c'était cette personne qui était tout en bas de l'échelle qui prenait les décharges électriques. Les membres de la famille ont commencé à se regarder en chien de faïence, et ils n'hésitaient pas à rapporter à Futoshi des choses que d'autres membres de la famille avaient dites, par exemple. C'était des « Oh Futoshi, j'ai entendu que Junko a dit ça sur toi » pour que cette personne baisse dans le rang. Le but était de monter dans les rangs pour ne pas se retrouver à la dernière place. Et ça a totalement détruit l'équilibre et l'harmonie familiale. Les esclaves étaient principalement torturés à l'aide de décharges électriques. Et Futoshi privilégiait certains endroits du corps plutôt que d'autres parce qu'il savait qu'ils infligeraient beaucoup plus de douleur. Par exemple, les tétons, ou les parties génitales, ou la plante des pieds. La famille n'était autorisée à manger que 2 repas par jour, et ils mangeaient généralement à terre, sur des morceaux de papier journal. Et surtout, ils devaient manger en 15 minutes maximum. Bien sûr, ils n'avaient pas le droit de discuter entre eux, surtout quand Futoshi n'était pas là, et puis les douches, les bains n'étaient qu'occasionnels, quand Futoshi le décidait. Ils portaient des vêtements très légers, même en été, il arrivait que les femmes se retrouvent en haillons, en culottes, surtout parce que les vêtements manquaient avec le temps. Lorsqu'ils utilisaient les toilettes, ils étaient surveillés en permanence, ils n'avaient pas le droit de s'asseoir sur la cuvette, des règles idiotes pour garder ses esclaves contrôlés, et ils n'étaient pas autorisés à dormir sur des lits, ils dormaient à même le sol. Enfin, ils étaient parfois agressés sexuellement par Futoshi. C'était totalement l'enfer dans cet appartement. Le 21 décembre 1997, Futoshi oblige Junko à administrer des décharges électriques à son père, Takashige, jusqu'à ce qu'il meure. Elle n'a pas le choix, elle n'a pas forcément envie de le faire, mais Junko est sous emprise, plus que n'importe qui dans cet appartement, et elle le fait. Parce que si elle ne le fait pas, elle sait que ce sera peut-être son tour à elle de mourir. Shizumi Ogata, la mère de Junko, devient totalement folle après cet événement, elle est perturbée, elle a des terreurs nocturnes, et elle devient la cible de Futoshi. Futoshi va réunir les autres membres de la famille et leur donner des petites leçons de meurtre pour tuer Shizumi Ogata. En janvier 1998, Rieko Ogata maintient fermement les pieds de sa mère pendant que son mari l'étrangle à l'aide d'un cordon électrique. Après cela, Futoshi est bien conscient que la famille risque de se rebeller, et donc il décide de faire vivre les esclaves et lui-même et Junko dans 2 appartements séparés. Mais il n'a rien à craindre, ils ont beaucoup trop peur de lui pour s'insurger, et puis surtout ils sont beaucoup trop divisés pour créer une quelconque alliance. Quelques semaines plus tard, Futoshi demande à Kazuya d'étrangler sa femme Rieko alors que leur petite fille de 10 ans, Aya, maintient sa mère au sol. Cette petite fille assiste donc à la mort de sa mère. Et surtout, elle y participe. C'est un grand traumatisme. Ensuite, Kazuya lui-même va être enfermé dans la salle de bain, jusqu'à ce qu'il meure de faim le 13 avril 1998. C'est clairement un jeu de la mort, un jeu pervers, un jeu sadique, et tous les membres de la famille savent que personne n'osera s'opposer à Futoshi. Le prochain sur la liste est Yuki, le petit garçon de 5 ans de Rieko et Kazuya. Je n'imagine même pas à quel point ce petit garçon devait être terrifié dans cet appartement, ne pouvant se fier à personne. C'est Junko et Aya, la grande sœur de Yuki, qui se sont chargés du meurtre de Yuki. Au procès, Saya a témoigné en disant que, avant son décès, Futoshi et Junko avaient torturé le petit garçon à l'aide de décharges électriques. Le 7 juin 1998, Saya est chargée de tuer la petite Aya. Et elle la tue en l'étranglant, comme tous les autres membres de la famille ont été tués. Le plus effrayant dans cette histoire, c'est que l'instigateur de ces meurtres, Futoshi Matsunaga, ne s'est jamais sali les mains un instant. Le 30 janvier 2002, Saya n'en peut plus. Elle a seulement 17 ans et elle a vu tant de choses. Elle a été tellement traumatisée. Elle espère une vie meilleure, mais elle sait très bien qu'elle ne pourra pas l'obtenir dans cet appartement. La jeune fille s'échappe donc. Elle s'échappe, elle court le plus vite possible. Elle essaie de trouver un endroit où se cacher, mais elle est retrouvée par Futoshi le 15 février 2002. Mais Saya est déterminée. Elle a décidé que cette vie ne serait pas sa vie. Et donc le 6 mars 2002, encore une fois,
Elle s'échappe. Elle sait ce qui lui est arrivé la première fois qu'elle s'est échappée. Elle sait qu'elle a été torturée, mais elle n'en peut plus de vivre dans cet appartement. Saya court jusqu'à chez ses grands-parents. Là, il la recueille. Le 7 mars 2002, Futoshi et Junko se rendent chez les grands-parents de Saya. Futoshi avait déjà une idée de l'endroit où pouvait se trouver la jeune fille. En 7 ans de vie commune, forcément, ils en savent des choses sur elle, et donc ils frappent à la porte, mais personne ne vient leur ouvrir. Futoshi et Junko ne récupèrent pas Saya. En revanche, ils sont récupérés par la police. Des policiers avaient en effet été mobilisés près du domicile des grands-parents de Saya. Après l'arrestation, Junko a reconnu tous les crimes, elle n'a rien nié et elle a accepté de répondre à toutes les questions de la police. Futoshi en revanche a tout nié en disant qu'il avait été totalement manipulé, qu'il était au cœur d'un guet-apens et il était vraiment très agressif. Le 28 septembre 2005, un tribunal du district de Fukuoka a condamné Futoshi Matsunaga et Junko Ogata à la peine de mort par pendaison. Le couple a fait appel du verdict le 26 septembre 2007 et après cet appel, la peine de Junko a changé. Elle a été muée en peine d'emprisonnement à vie. Mais la peine de Futoshi est restée la même. On pourrait se demander comment un seul homme a pu ainsi contrôler toute une famille, les garder sous son emprise. On peut certainement compter sur les talents d'orateur de Futoshi qui étaient très persuasifs, mais aussi sur la torture qui finit avec le temps par affaiblir n'importe qui mentalement. Rieko n'était pas vraiment amoureuse de Kazuya puisque leur mariage était un mariage forcé. Aussi, elle avait trempé Kazuya avec Futoshi. Aussi, Shizumi avait honte de son viol et elle ne voulait pas qu'il s'ébruite. Et enfin, la famille se méfiait énormément de Junko, puisque, d'après eux, elle avait tué Kumio Toraya. Tout cela couplé avec le fait que les membres de la famille vivaient dans un autre appartement que celui dans lequel vivait Futoshi, a fait que les possibilités de renverser le pouvoir étaient limitées. Mais aussi, un des fils de Futoshi est sorti du silence assez récemment, et c'est un homme qui a l'air très bien. C'est un homme qui reconnaît les erreurs de son père, et on peut imaginer qu'il ne les reproduira jamais. En tout cas, on ne peut que souhaiter à tous ces survivants d'être heureux pour le reste de leur vie. Alors, est-ce que vous connaissez des affaires de séquestration plus horribles que l'affaire des séquestrés de Kita Kyushu? Et surtout, est-ce que vous comprenez la peine de Junko? Puisque on pourrait se dire que finalement Junko a été la première manipulée dans cette affaire. Je lirai bien sûr vos réponses dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, pour une nouvelle vidéo.